La séance de l'après-midi porte sur le fédéralisme à la Cour suprême du Canada, préoccupation presque constante dans les travaux de droit constitutionnel de la Cour. Le panel s'est demandé ce qu'il peut vous proposer pour faire suite au juge Williams, peut-être les claquettes de façon métaphorique. J'ai l'honneur de vous présenter notre modératrice, la professeure Marie-Ève Sylvestre, doyenne de la section de droit civil de l'Université d'Ottawa, docteur en droit de l'Université Harvard et ancienne auxiliaire clerc à la Cour où elle a travaillé avec le juge Gontier. Madame la professeure Sylvestre, I invite you to present the members of your panel. Thank you. Merci, Koué. Bonjour. Bonjour. Plaisir d'agir à titre de modératrice pour cet atelier à un moment historique pour notre cours, à un moment où il est essentiel de célébrer les institutions qui protègent notre démocratie et l'État de droit. Donc, je veux remercier le juge en chef et les membres de la Cour pour cette généreuse invitation. Notre atelier portera sur le fédéralisme canadien, le partage des compétences constitutionnelles. Le fédéralisme, bien sûr, vise à déterminer quel ordre de gouvernement au Canada, entre le Parlement fédéral et les assemblées législatives des provinces, a compétence pour légiférer dans un domaine précis au sein de notre fédération. Mais ce qui est en jeu, bien sûr, est plus profond et plus fondamental. Le partage des compétences préserve un juste équilibre des pouvoirs entre deux paliers de gouvernement, laissant à l'un et à l'autre l'autonomie et le champ d'action nécessaires afin qu'ils puissent réaliser leurs objectifs, leurs ambitions et exprimer leurs valeurs et leurs identités multiples. Comme le souligne le juge en chef Wagner dans le renvoi sur la tarification du carbone, le fédéralisme canadien cherche à concilier l'unité et la diversité de chacune des parties et à promouvoir la participation démocratique en réservant des pouvoirs réels aux administrations locales. Ça pose des défis particuliers, évidemment, pour la Cour suprême, qui est appelée à déterminer l'étendue et les limites de ses champs de compétences, et ça laisse ouverte toute la question, pour faire le pont avec l'atelier précédent, de l'autonomie gouvernementale des peuples autochtones. Pour en discuter avec nous aujourd'hui, nous avons deux éminents constitutionnalistes. D'abord, le juge en chef de la Cour d'appel fédérale, Yves de Montigny, titulaire de 2 maîtrises de l'Université de Montréal et de l'Université Oxford. Le juge en chef de Montigny a entamé sa carrière en tant que professeur à la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa. Je ne peux pas m'empêcher de le souligner. Il occupe ensuite plusieurs postes clés au sein du gouvernement du Québec et du Canada, y compris comme conseiller spécial auprès du ministère des Affaires intergouvernementales du Québec et directeur général de la planification au bureau du Conseil privé. Il est un auteur prolifique en droit constitutionnel et administratif. Le juge en chef de Montigny est nommé juge à la Cour d'appel fédérale en 2015 et devient son juge en chef en 2023. Next to him, we have Professor Jeremy Weber, who is professor. À côté de lui, nous avons le professeur Jeremy Weber, professeur émérite à l'Université de Victoria, professeur honoraire à l'Université de Melbourne. Il a beaucoup écrit dans les domaines de la théorie juridique et constitutionnelle des droits des autochtones et du fédéralisme et du droit constitutionnel comparé. Par le passé, il a été doyen de la faculté de droit à l'Université de Victoria ainsi qu'à l'Université de Sydney en Australie. Cet atelier bilingue se déroulera comme suit au cours de la première heure. Je regarde déjà l'heure. Il y aura un échange entre nos deux panélistes qui seront motivés par une série de questions divisées en 4 parties. La première partie se concentre sur le récit historique du partage des pouvoirs et sur ce qui est en jeu lorsque nous décidons des questions de fédéralisme. Dans la deuxième partie, discuterons des outils doctrinaux utilisés par la Cour suprême dans son effort d'interprétation. La troisième partie suivra avec des critiques et l'évaluation de ces approches et nous terminerons avec d'autres cadres doctrinaux possibles. Cela laissera environ 15 minutes pour les questions et réponses de l'auditoire. Alors permettez-moi de préparer le terrain pour cette conversation. La plupart des gens ici présents connaissent le récit suivant sur l'évolution historique du partage des pouvoirs au Canada. La loi constitutionnelle de 1867 crée une fédération laissant les sujets d'importance nationale et internationale au gouvernement fédéral et les questions locales ou provinciales aux provinces. Bien que les deux paliers du gouvernement aient des pouvoirs et une indépendance
égaux dans leurs sphères distinctes, le gouvernement fédéral a des pouvoirs résiduels. De 1867 à 1949, à l'époque du Conseil privé, le partage des pouvoirs est interprété selon une approche de compartiment étanche qui, bien souvent, tend à favoriser la compétence provinciale et impose des limites importantes à la capacité d'intervention du gouvernement fédéral, en particulier en matière économique. Une fois que la Cour suprême du Canada est devenue la Cour d'appel de dernière instance en 1949, il y a eu un élargissement considérable du pouvoir fédéral, en partie par le biais de la paix, de l'ordre et du bon gouvernement, du commerce, et des travaux et des entreprises interprovinciaux, et peut-être surtout par le pouvoir en matière de droit criminel. Depuis 40 ans, la Cour a opté pour une forme plus souple de fédéralisme coopératif entre les différents ordres de gouvernement. Quelque chose d'important. Qu'est-ce qui sous-tend réellement cet exercice d'interprétation? Tout d'abord, permettez-moi de dire à quel point je suis honorée d'être parmi vous aujourd'hui. C'est vraiment intimidé, pas seulement à cause du sujet, mais à cause de cet auditoire distingué. Et Jérémy sera d'accord. Je dirais que c'est plus difficile de faire cela maintenant, après les deux panels de ce matin. Donc, nous avons débattu pour savoir qui danserait les claquettes ou qui chanterait, mais on va certainement sauter cette partie. Lorsqu'il s'agit de la division des pouvoirs et de questions de fédéralisme, je pense qu'il est important de situer ces changements doctrinaux dans le cadre national et dans le contexte politique national. Les compétences, comme vous le savez, ne sont pas strictement de nature légale. Elles sont aussi souvent de nature politique, notamment de par leur impact sur la validité de lois importantes, dont on pourrait donner plusieurs exemples. Elles sont également politiques parce qu'elles opposent fréquemment les provinces ou certaines d'entre elles au gouvernement fédéral. Elles mettent en jeu des visions politiques différentes sur des enjeux de société cruciaux ou même des gouvernements d'allégeances politiques différentes. Alors, pour toutes ces raisons-là, effectivement, les décisions en matière de partage des compétences sont de nature politique. Mais ce n'est pas ce qui est le plus important, et ce n'est pas l'objet de mon propos cet après-midi. Ce qui est plus important, à mon sens, c'est que les décisions en matière de partage des compétences ne peuvent bien se comprendre qu'en tenant compte des visions différentes du principe même du fédéralisme qui les sous-tendent. Parce que le fédéralisme, comme vous le savez sans doute, n'est pas simplement un concept théorique ou même un concept technique et neutre, mais le fédéralisme fait appel à des considérations plus fondamentales quant aux valeurs sociales et culturelles, aux relations entre les deux paliers de gouvernement et même à la légitimité démocratique. Et bien que le fédéralisme soit un principe inhérent à nos arrangements constitutionnels, comme la Cour suprême l'a reconnu dans le renvoi sur la sécession, pendant longtemps, on a occulté cette dimension-là du problème. En fait, quand on regarde les décisions du Conseil privé, on n'en parlait à peu près jamais, et ça se comprend parce que les juges ou les lords du comité judiciaire du Conseil privé n'avaient aucune expertise du fédéralisme, le Royaume-Uni étant un pays unitaire, encore plus à l'époque. Alors, on ne parlait pas de notion de fédéralisme à l'époque. C'est seulement de façon plus récente, je dirais depuis les années 60 et même probablement depuis le rapatriement, que la notion de fédéralisme se retrouve mentionnée de façon plus fréquente dans les décisions de la Cour suprême. Et on constate à la lecture de ces décisions qu'il y a des perceptions différentes et même des lignes de fracture, j'irais jusqu'à dire, quant à la compréhension que l'on a des impacts et des conditions essentielles du fédéralisme. Une des manifestations, je pense, les plus claires de l'importance que joue la conception du fédéralisme dans la perception que se font les juges des problèmes de partage des compétences auxquels ils ont à faire face, c'est sans doute dans le renvoi sur l'assurance-emploi qui date de 2005, où la Cour devait se prononcer sur la validité des prestations de maternité et des prestations parentales contenues dans la loi sur l'assurance-emploi. Donc, un sujet a priori assez technique. Et dans cette affaire-là, la juge Deschamps, de façon très candide, avait observé que la notion de fédéralisme fait souvent appel
à la conception qu'un tribunal donné peut s'en faire, et a priori, clairement, la Cour suprême au premier chef, et que ces repères peuvent varier, c'est elle qui parle, ces repères peuvent varier d'un juge à l'autre, qu'ils reposent sur des notions politiques plutôt que juridiques. Et elle se disait d'avis qu'ultimement, le maintien de l'équilibre des pouvoirs entre les deux paliers de gouvernement relève avant tout des acteurs politiques. Et lorsque les tribunaux, et je la paraphrase toujours, lorsque les tribunaux sont appelés à trancher ultimement, parce que parfois les gouvernements ne s'entendent pas, la question fondamentale qu'ils doivent se poser est celle de savoir si la disposition ou la loi qui est en cause devrait être adoptée au niveau local ou national. C'est ultimement la question fondamentale. Inutile de dire que c'est dans l'interprétation du paragraphe introductif de l'article 91 que les visions différentes de la conception qu'on peut se faire du fédéralisme sont les plus apparentes et s'expriment le plus ouvertement. Plus particulièrement, on l'a vu dans les dernières années, dans les interventions des différents paliers de gouvernement pour protéger l'environnement via la fameuse théorie des dimensions nationales. Et on en a vu un exemple très, très frappant, je pense, dans le renvoi sur la tarification du carbone, qui date de quelques années seulement, où il est clair, à mon avis, que ce qui divise les juges, c'est leur conception du fédéralisme, pour certains plus axés sur un fédéralisme coopératif, sur la théorie du double aspect, alors que pour d'autres, on préconise une approche dualiste, plus classique, peut-être plus conforme à ce que le Conseil privé à ce à quoi il nous avait habitués. Alors la majorité dans cette affaire-là, vous vous en souviendrez peut-être pour certains, revient sur la nécessité d'une manière unique, indivisible, etc. Et aussi sur le fameux test de l'incapacité des provinces à agir conjointement ou séparément. Pour la minorité, au contraire, on insiste davantage sur l'exclusivité des compétences provinciales et fédérales. On considère le double aspect et les législations concurrentes avec un peu plus de méfiance. Et dans leur sphère de compétences, on insiste sur le fait que les législatures provinciales doivent être souveraines et donc que cette souveraineté suggère non seulement le pouvoir d'agir, mais aussi, comme c'était le débat dans ce renvoi, la possibilité de ne pas agir comme elle le juge approprié. Et on a mis également l'accent du côté des juges minoritaires sur l'autonomie plutôt que sur la subordination. On a mis en garde contre l'idée de régler des différends en se demandant ultimement quel était le niveau de gouvernement qui était le mieux placé pour légiférer. Et on a insisté beaucoup sur le concept de diversité régionale. Bref, je pense que c'est un bon point de départ, ce renvoi, pour voir à quel point les perceptions qu'on peut avoir de ce que veut dire le fédéralisme, particulièrement dans son application au Canada, a une influence déterminante sur la réponse que l'on donne à certaines questions qui soulèvent le partage des compétences. Merci. Professor Weber, would you similarly underscore the... Monsieur le professeur Weber, est-ce que vous avez la même conception? Eh bien, certainement, la division des pouvoirs a beaucoup de conséquences politiques. On voit ça lorsqu'on se concentre sur un aspect de ce qu'il disait. C'est l'aspect démocratique, la signification démocratique de la division des pouvoirs. On parle souvent de la division des pouvoirs comme si c'est une affaire du gouvernement, une relation entre les gouvernements. Mais lorsque la Cour tranche les questions de division des pouvoirs, très réellement, elle détermine quelles sont les communautés politiques auxquelles les Canadiens participent. Cela détermine qui sont les personnes qu'on doit persuader pour pouvoir accomplir un but. Cela détermine les structures dont on dispose, la société sur laquelle on va se concentrer lors du plaidoyer. Et cela a une importance bien réelle à propos de la langue. Au Québec, la langue dominante des débats publics est reflétée dans les décisions politiques. Et ce sont les décisions qui se prennent principalement en français. En Colombie-Britannique,
ce n'est pas que la présence du Canada n'a pas d'impact sur la Colombie-Britannique, mais les débats qui se déroulent en France et au Canada touchent indirectement les débats en Colombie-Britannique à travers les gens qui sont des passerelles entre les cultures. Donc cela fait une grande différence en matière de langue, la langue dans laquelle ont lieu les débats sur ces questions et aussi dans le vocabulaire subtil qui existe au sein de ces langues. La façon dont on parle des questions à Terre-Neuve ou en Ontario est très différente d'une communauté à l'autre. Ces langues ont un double sens. Those very much shape influence le débat qui va déterminer ces questions, qui va trancher ces questions selon la structure qui va trancher compte tenu de la division des pouvoirs et il faut aussi tenir compte de la portée de la décision. Lorsqu'on met l'accent sur les langues en jeu, ça ne veut pas dire qu'on doit toujours privilégier l'aspect local. On a de très bonnes raisons de collaborer sur certaines questions. Il y a des questions auxquelles on est confronté, pour lesquelles on doit collaborer. Et nous avons aussi une histoire en matière de collaboration. Il y a différentes ressources qui sont largement partagées entre les Canadiens, qui résultent des antécédents d'interaction. Je n'aurais pas grandi dans le pays que j'ai connu. J'ai grandi en Colombie-Britannique. Si ce n'avait été de la présence de ces sociétés extrêmement importantes, en particulier le Québec au sein de cette conversation nationale. Mais il est vrai que les citoyens avec lesquels on interagit sur différents dossiers, les ressources intellectuelles sont une fonction des décisions qui sont prises. Et ce sont parfois des questions très pointues sur la division des pouvoirs. Donc, on a vu ce qui a été discuté ce matin. Les gouvernements autochtones, comme l'a dit le juge Williams, représentent un nouveau vocabulaire. Et c'est une justification, à savoir comment se fait-il que l'autonomie gouvernementale est si importante? Eh bien, c'est parce qu'il y a différentes langues, d'autres ordres sociaux, et ils ont pu évoluer dans leurs propres institutions. Donc, la question sous-jacente à la division des pouvoirs entre Ottawa et les provinces comporte maintenant un nouveau défi implicite, c'est-à-dire comment on interpelle ce nouveau défi, comment établir de bons rapports entre les communautés politiques et les ordres juridiques. La nature politique de ces questions se fait bien ressentir, mais on pourrait dire que c'est de la métapolitique. Il ne s'agit pas d'une décision sur la division des pouvoirs. On ne doit pas nécessairement se concentrer sur le bien fondé, les choix politiques, mais il faut regarder tout ce processus. La définition de pouvoir absorber toutes ces communautés politiques qui représentent tous les Canadiens, ceux et celles qui représentent d'autres communautés politiques. Il faut en tenir compte lors de notre prise de décision comme citoyens. On parle donc d'une sphère métapolitique et ça, c'est l'art de gouverner. En français,
On parle de l'art de gouverner. Donc, c'est très, très, très important de se rendre compte de cela. Important de tenir compte de l'art de gouverner. C'est un processus totalement démocratique et les processus démocratiques doivent s'adapter aux différences, à nos groupes distincts et bien gérer les relations entre tous. Vous avez utilisé ce terme de art de gouverner. Il y a beaucoup d'exemples sur l'art de gouverner dans l'histoire au Canada. Mon interprétation diffère un peu de celle que Yves nous a décrite. Il s'agit du 150e anniversaire de la Cour suprême et pendant la moitié de ce temps, la Cour suprême n'était pas la dernière instance de pouvoir. C'était le conseil privé qui l'était. Et à cette époque, on mettait à l'essai différentes formules et finalement le conseil privé s'est rendu compte qu'il fallait protéger l'autonomie des provinces et que c'était une question fort importante en vertu de l'article 92. On devait garantir que l'autonomie soit protégée, même s'il y avait de grandes transformations dans la nature des gouvernements et leur interaction avec le public. Donc cela a jeté les assises d'une structure de relations fédérales provinciales dont nous avons hérité d'une certaine façon. Naturellement, il y a des gens qui s'y sont opposés avec véhémence, entre autres les communautés anglophones, surtout dans les années 30. On considérait que cela s'écartait trop de la structure qui avait été prévue dans la loi de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique. Je ne sais pas s'il s'agissait de sagesse ou de concours de circonstances, mais on s'est rendu compte de ce dont avait besoin le pays. Il fallait en fait maintenir l'autonomie juridique et linguistique, et c'était au cœur de tout cela. Ce qui me frappe, c'est que même si ces arguments étaient solides pour revenir sur ce pouvoir du Conseil privé, dans une large mesure, la Cour suprême a continué à maintenir ses rapports essentiels. Il est vrai que il y a des aspects de la Constitution qui ont été critiqués, mais on parle d'un bon gouvernement, on parle de commerce, mais ce qui est vraiment surprenant, c'est de voir dans quelle mesure ces pouvoirs n'ont pas été délimités ou restreints pour ne pas absorber ou être responsable du côté, par exemple, de la réglementation économique et des droits de la personne. On parle d'autonomie essentielle. Naturellement, il y a très peu de ces pouvoirs qui ont été retenus. Et il n'y a pas eu cette transformation vers un régime de domination fédérale, et c'est ce qu'espéraient certains critiques. Passons maintenant à la deuxième partie de notre discussion. On parle de division de pouvoir, cela a des incidences politiques, mais le droit, c'est pas que politique. Donc, dans quelle mesure est-ce que la Cour suprême s'est fait connaître pour la division des pouvoirs? On parle ici de vision idéologique du fédéralisme. Encore une fois, puis je voudrais juste réagir très, très brièvement à ce que Jeremy a dit avant. Je suis en accord avec 95% de ce que Jérémy a dit. Puis je voudrais juste qu'on comprenne bien, mon propos, c'est pas de dire que la Cour suprême
a un objectif politique quand il rentre des décisions de partage de compétences. Clairement pas. La Cour suprême le dit à plusieurs reprises. Quand on se prononce sur une question de partage de compétences, on ne se prononce pas sur la légitimité ou sur l'efficacité ou sur le fait qu'une loi soit souhaitable ou pas. C'est pas ça qui est l'enjeu. Mon seul propos, et c'était beaucoup plus restreint que ça, c'était de dire que en filigrane, dans toutes les décisions de la Cour en matière de partage, il y a toujours sous-jacente à la décision la conception que chaque juge se fait de ce que devrait être le fédéralisme, particulièrement au Canada. Et c'est le seul propos que je voulais tenir, là, alors juste pour pas qu'il y ait de malentendus. Alors, encore une fois, la Cour suprême, bien que Mme L'Heureux, pas Mme L'Heureux-Dubé, mais Mme Deschamps disait un peu plus tôt que, ultimement, c'est les gouvernements qui doivent traiter du partage des compétences et voir est-ce que le système fonctionne. C'est clair que la Cour suprême est souvent appelée, en dernier ressort, à se prononcer. Et donc, l'objectif, c'est de maintenir pour la Cour suprême un équilibre entre les pouvoirs fédéraux et provinciaux des gouvernements. Et je dois dire là-dessus, juste pour revenir aussi à ce que Jeremy a dit plus tôt, je pense qu'on a une certaine, puis je dis ça aussi parce qu'on a des représentants de la magistrature anglaise ici, je pense qu'on a une dette de gratitude, en tout cas au niveau des provinces, là, envers le conseil privé. Parce qu'il faut se rappeler qu'à l'époque, en 1867, quand la Constitution a été écrite, c'était une fédération, c'était une quasi-fédération. On était dans une fédération, en tout cas, très, très centralisée, avec des pouvoirs fédéraux exceptionnels. Et contrairement à la situation aux États-Unis, qui, sur papier, avait une constitution beaucoup plus décentralisée que la nôtre, les évolutions se sont faites presque à l'inverse. La Constitution canadienne, maintenant, est beaucoup plus décentralisée. Le mode d'exercice des pouvoirs est beaucoup plus décentralisé qu'aux États-Unis, où on a eu l'évolution inverse. Et c'est en bonne partie grâce au Conseil privé. Alors, je pense qu'il faut donner à César ce qui appartient à César, là. Donc, la Cour suprême a un rôle d'arbitre, ultimement, et doit veiller à maintenir un équilibre entre les deux valeurs fondamentales auxquelles Jérémy a fait référence, c'est-à-dire l'unicité d'une part et la diversité des provinces, et la centralisation ou l'objectif de mettre en commun des valeurs et des ressources. Et ça, c'était essentiel et ça demeurera toujours essentiel et ce sera toujours un équilibre instable. Et c'est un processus continu, je pense, dans lequel on est engagé depuis 150 ans et qu'on va continuer de poursuivre. C'est un modèle, le fédéralisme, qui a beaucoup de vertus, mais qui est nécessairement en perpétuelle évolution. Et dans ce contexte-là, dans le contexte d'évolution de nos sociétés, il est évident que l'approche plus formaliste du Conseil privé, qui était probablement appropriée au début de la Confédération, est beaucoup moins utile aujourd'hui dans une ère où les gouvernements sont appelés à réglementer à peu près tous les aspects de la vie quotidienne. Et c'est pourquoi la Cour suprême a mis de côté, je pense en bonne partie, l'approche formaliste du Conseil privé, fondée sur des compartiments étanches, comme on les appelait, pour opter plutôt pour un fédéralisme coopératif. Et je suis d'accord aussi là-dessus avec Jérémy, décidément, c'est comme si on avait fait le travail ensemble, mais la Cour suprême a vraiment fait preuve de prudence à cet égard-là. J'aurai quelques critiques à formuler, mais la Cour suprême a reconnu à plusieurs reprises que le principe de flexibilité, de coopération qui doit fonder ces décisions, c'est important pour le bon fonctionnement de l'État fédéral, mais ça ne peut jamais l'emporter sur le partage des compétences comme tel qui est établi dans le texte constitutionnel. Et ça, c'est important à rappeler. Et dans le cadre de ce nouveau paradigme de fédéralisme coopératif, la Cour suprême mise de plus en plus sur les principes, comme on l'a mentionné tantôt, de double aspect, de concurrence, et a reconnu qu'il n'est pas seulement possible ou même nécessaire, mais souhaitable que les deux niveaux de gouvernement légifèrent dans un même domaine. Et c'est ce qui, à mon avis, suscite certaines craintes, parce que la doctrine du double emploi, du double aspect, permet parfois d'étendre des compétences fédérales dans des domaines de compétences qui sont a priori de nature provinciale. Et je suis d'accord, encore une fois, ici, avec le professeur Weber, que cette expansion du pouvoir législatif fédéral s'est surtout manifestée dans le cadre, évidemment, de l'interprétation du paragraphe introductif et de la compétence sur le commerce et le droit criminel.
Mais c'est cette approche fonctionnelle qui n'est pas sans danger. Et comme le notaient les juges minoritaires dans le renvoi sur la taxe sur le carbone, la doctrine du double aspect, puis des pouvoirs accessoires qui vont de pair, ont permis aux tribunaux, malheureusement, je pense, de renoncer à certains égards à l'exercice de délimiter les compétences exclusives des provinces et en mettant peut-être trop l'accent sur un test fonctionnel et sur l'efficacité, on permet parfois des intrusions fédérales dans ce qui avait été conçu au départ comme des intérêts provinciaux légitimes. Et je ne peux pas m'empêcher que de rappeler des propos que le juge Jean Betts tenait avant de devenir juge à la Cour suprême, où il dénonçait jusqu'à un certain point cette attitude un peu trop laxiste qui peut et qui pouvait, à son avis, provoquer une confusion entre la science politique et le droit et renoncer même à la conceptualisation des pouvoirs qui sont énoncés dans les paragraphes 91 et 92. Et ça, à son avis, c'était un risque important, non seulement pour le Québec, mais pour l'ensemble des collectivités provinciales. Alors, je ne pense pas qu'on en revienne aux cloisons étanches de l'époque du conseil privé, mais je pense que c'est un risque qu'il faut toujours garder à l'esprit. Et l'autre aspect, et je vais terminer avec ça, auquel il faut faire attention, c'est cette notion d'efficacité qui nous vient un peu de la compétence sur le commerce, mais qui a débordé sur l'interprétation du paragraphe introductif. Je pense qu'il y a des risques certains à appliquer de façon trop facile la prépondérance fédérale, parce que qui dit concurrence, qui dit coopération, dit aussi possibilité que les deux niveaux de gouvernement légifèrent dans le même domaine. Et ultimement, on sait que la prépondérance fédérale l'emporte, la loi fédérale l'emporte si il y a deux lois valides dans le même secteur. Et bien sûr, on n'en est plus à l'époque, je pense que Jérémy en a déjà parlé, ou il va en parler, on n'en est plus à l'époque où le fait que deux lois provinciales et fédérales s'appliquaient dans le même secteur suffisait pour que la loi provinciale soit jugée en conflit avec la loi fédérale. On a passé cette étape-là, on accepte que des lois puissent coexister si elles portent sur le même dossier ou le même domaine. Il n'en demeure pas moins que dans des décisions nombreuses de la Cour suprême, on a dit que les lois provinciales entraient en conflit avec le droit fédéral si elles frustraient l'objectif du gouvernement fédéral. Et ça, c'est un concept, à mon avis, qui est un peu subjectif et qui, encore une fois, ouvre la porte à des incompatibilités qui vont nécessairement susciter une ingérence ou une intrusion, appelez ça comme vous voulez, dans des compétences provinciales. Alors, ce n'est pas sans risque la notion de fédéralisme coopératif. Je ne pense pas qu'on retourne en arrière, mais il y a un risque à mettre beaucoup l'accent sur l'efficacité plutôt que sur la conceptualisation des pouvoirs. Professor Weber, on these tensions? Yes. Well, Professeur Weber, il y a toujours eu, en fait, une position partagée par les juristes, les constitutionnalistes francophones au Québec. Il y a ce risque de s'écarter du formalisme. C'est bien d'avoir une ligne de démarcation claire pour préserver la compétence du Québec face à l'érosion des pouvoirs. Mais quand je consulte les décisions, j'ai l'impression que le formalisme n'a pas bien desservi le Québec. En fait, il y a les assemblées législatives qui ont été restreintes. Donc, j'ai l'impression qu'un système moins formaliste, plus direct, face au fait que ça prend un équilibre entre les pouvoirs. Il faut gérer cet équilibre et cela a bien desservi les intérêts des provinces. Il y a ce changement aux règles concernant la primauté et les lois provinciales ont pu gérer des domaines qui avant leur étaient exclus. Donc, j'ai l'impression
En fait, l'approche formaliste, c'est une notion d'exclusivité des pouvoirs. En tout cas, c'est pas ma façon à moi de voir les choses. Je pense que les pouvoirs conférés en vertu des articles 91 et 92 sont exclusifs. Mais c'est pas comme s'il y avait des personnes au Canada qui peuvent dire, bon, ben moi, je suis du côté provincial ou fédéral. Il faut voir l'orientation législative, elle est exclusive. En fait, c'est pas l'objet qui est visé qui compte. Il y a une norme, en fait. Il faut que les compétences fédérales et provinciales touchent ces gens de façon simultanée. Et c'est logique, n'est-ce pas? Par exemple, prenons une responsabilité provinciale, l'éducation. Et il y a des rapports entre les enseignants, les étudiants dans la salle de classe. Le code pénal continue de s'appliquer et établit des limites. Et ça, c'est logique, même dans ce domaine. Ça, c'est un exemple qui démontre qu'il faut regarder l'orientation législative. C'est ça qui est octroyé aux partis de part et d'autre. Et on ne parle pas d'un objet distinct ici. Il y a des décisions de principe qui sont prises. Et il y a un juge, justement, de la Cour suprême qui s'était prononcé sur la cause Bell Canada. Les résultats étaient incroyables. Dans ce cas-là, comme on parle d'une entreprise de communication, la décision, c'était que les questions de relations de travail ne pouvaient pas être touchées. The outcome is logical. Alors, le résultat est logique. Parce que la loi sur le salaire minimum, la législation sur l'environnement, sur la santé et la sécurité ont été exclus. La loi sur la négociation collective est exclue. Mais s'il s'agit d'un contrat individuel d'emploi entre un directeur de Bell Canada et Bell Canada, c'est régi par le droit civil, par la loi provinciale. Et il serait merveilleux que le droit provincial s'applique aussi lorsqu'on parle de politique contemporaine. Il y a un domaine de spécialisation, de connaissances et de ciblage. Je ne veux pas parler des domaines de chevauchement uniquement en termes de fédéralisme coopératif. Ça ne l'est pas toujours. Souvent, c'est concurrentiel et non pas coopératif pour de bonnes raisons. Par exemple, si vous regardez les pouvoirs en matière de communication, alors, si on examine la législation fédérale, cela porte principalement l'affectation de ressources rares, le spectre électromagnétique, la protection des consommateurs. En fait, c'est une petite pensée secondaire. Ça serait bien d'avoir la loi extrêmement perfectionnée de protection du consommateur du Québec qui s'applique aux entreprises de télécommunications. C'est là où se trouve la plupart de l'expertise. Et le manque d'expertise, pour le résultat escompté, c'est quelque chose qu'on constate dans d'autres domaines de législation fédérale, par exemple, avec les procédures judiciaires extrêmement longues. Dans
lorsqu'il s'agit par exemple de fournir des services aux membres des Premières Nations vivant dans les réserves. Il y a des raisons historiques qui expliquent cela, mais ce qu'il faut aussi considérer, c'est que c'est une toute petite portion du rôle que joue le gouvernement fédéral. La politique sociale, ce n'est pas le cœur de l'action du gouvernement fédéral, et le gouvernement fédéral n'a pas l'expertise. Et évidemment, ceux qui possèdent l'expertise, ce sont les Premières Nations elles-mêmes. Et le fait de reconnaître ces experts des Premières Nations qui puissent s'occuper de ces questions en tenant compte du juridique, et si l'on faisait cela, cela permettrait de faire face aux situations rencontrées par ces communautés. Donc, je ne crains pas l'émergence d'une approche dans laquelle on a une certaine multiplicité de présence dans un domaine particulier. Et selon moi, cela aboutit à une augmentation nette de l'autorité. Un risque encouru d'avoir une interprétation trop restrictive. Est-ce qu'il y a d'autres risques, Monsieur le juge en chef, qui sont encourus par un fédéralisme coopératif ou compétitif, comme... Je ne peux pas m'empêcher de revenir sur ce que je disais un peu plus tôt. Encore une fois, je ne remets pas en question l'approche du fédéralisme coopératif. Je pense que in this day and age, les gouvernements ne peuvent pas faire autrement que coopérer ensemble. Surtout que la nature des problèmes auxquels ils vont devoir faire face, que ce soit la protection de l'environnement, que ce soit la réglementation de l'intelligence artificielle, puis on pourrait allonger la liste, vont nécessiter forcément la coopération, autant des gouvernements au sein du Canada qu'à l'échelle mondiale. Donc, on ne peut pas s'isoler à l'intérieur de nos frontières puis faire comme si on pouvait régler ces problèmes-là de façon isolée. Tout ce que je voulais souligner, c'est qu'il y a un danger dans ce fédéralisme coopératif à avoir comme le réflexe que si une matière est importante, ça veut donc dire qu'il faut qu'on soit efficace. Mais on n'a jamais trop précisé qu'est-ce que ça voulait dire d'être efficace ou qu'est-ce que ça voulait dire l'incapacité des provinces. Est-ce que ça veut dire est-ce qu'on parle d'une incapacité juridictionnelle ou une incapacité politique? Si une province choisit, par exemple, de ne pas légiférer dans un champ de compétences, est-ce que ça devrait être interdit? Est-ce que ça veut dire nécessairement que le fédéral doit pouvoir intervenir à sa place? On a un peu de ce débat-là, encore une fois, dans le renvoi sur la taxe sur le carbone. Des provinces avaient choisi d'utiliser d'autres mécanismes pour limiter le carbone dans l'atmosphère. Mais l'attitude du gouvernement fédéral, on avait l'impression, en tout cas, c'était de dire, vous pouvez prendre d'autres mesures, mais il faut au moins que vous fassiez ce qu'on vous dit de faire. Et on voit actuellement que le gouvernement a même retiré sa taxe. Donc, pourquoi ne pas permettre un peu plus de diversité? Parce qu'après tout, c'est l'objectif du fédéralisme, de permettre, d'une part, d'avoir des objectifs communs, mais aussi de favoriser des expérimentations, de la diversité pour régler un problème. Alors, on n'a jamais tellement résolu cette question-là et on met beaucoup l'accent dans la jurisprudence, dans une certaine jurisprudence, sur certains aspects, sur cette notion d'incapacité, sur l'importance d'avoir des solutions communes, de défendre les valeurs canadiennes. Mais malheureusement, puis on va y revenir pour le dernier sujet, il me semble qu'on pourrait peut-être ramener un peu le balancier et ne pas occulter la nécessité d'avoir des expérimentations provinciales différentes et de laisser un peu de marge de manœuvre dans certains dossiers aux provinces qui ont parfois des initiatives tout aussi valables qui peuvent mener au même résultat.
Donc, nous n'avons clairement pas fini de chanter les louanges ou de faire le procès du fédéralisme coopératif, mais si on se tourne vers des perspectives plus qui regardent vers des différentes alternatives, donc est-ce qu'il y aurait d'autres cadres d'analyse, justement, d'autres modèles dont on pourrait s'inspirer, y compris en regardant les différentes juridictions pour faire cet exercice interprétatif? Moi, il me semble, puis quand j'ai préparé la conférence d'aujourd'hui, j'ai lu beaucoup, et il me semble qu'un concept qui pourrait être porteur, et je ne dis pas que ça pourrait régler tous les problèmes, mais ça pourrait quand même peut-être ramener le balancier, c'est le principe de subsidiarité qu'on trouve beaucoup dans l'Union européenne, et c'est peut-être pas pour rien que ce concept-là a été porté beaucoup par des juristes québécois et même des juges, parce qu'on est peut-être un peu plus tourné vers l'Europe que vers nos partenaires traditionnels anglo-saxons. Et c'est un principe qui est fondamental au sein de l'Union européenne, mais ce n'est pas un principe qui est étranger au Canada, parce qu'après tout, quand on regarde la façon dont les pouvoirs ont été distribués dans la Constitution de 1867, le principe sous-jacent, c'est le principe de subsidiarité. Et c'est même, dans le renvoi sur la sécession, on a même dit que le principe de subsidiarité était un sous-principe inhérent au fédéralisme. Donc, ce n'est pas un principe qui est étranger à nos institutions, même si on le connaît peut-être moins. Et à la base, je sais que tout le monde sait de ce dont on parle quand on parle de subsidiarité, mais à la base, ce principe-là est à l'effet que le niveau de gouvernement qui est le mieux placé pour prendre des décisions, c'est celui qui est le plus apte à le faire, non seulement parce qu'il serait le plus efficace, c'est ce qu'on fait maintenant, mais aussi parce qu'il est le plus proche des citoyens qui vont ultimement être touchés par les décisions. Et donc, cette proximité-là suppose une plus grande sensibilité aux besoins, à la géographie, aux aspects historiques des diverses populations locales, et ça invite à une plus grande diversité. Et j'irais même jusqu'à dire que ce principe-là, à l'heure actuelle, il est reconnu. La Cour suprême l'a évoqué à plusieurs reprises dans des décisions récentes, et je pense qu'il incarne une avenue intéressante pour le futur, et ça permettrait, encore une fois, à mon avis, de peut-être ramener le balancier vers des préoccupations ou vers une plus grande sensibilité des intérêts locaux et provinciaux, mais ça peut s'appliquer même à l'intérieur des provinces, entre le gouvernement provincial et les municipalités locales. C'est un principe qui est assez universel. Et à l'heure actuelle, ma perception, c'est qu'au sein de la Cour suprême, ce principe-là ne fait plus vraiment de doute. Ce qui reste à déterminer, puis on verra où on s'en va dans les prochaines années, mais c'est quelle utilisation on va en faire dans certains dossiers plus précis. On en a eu une bonne illustration dans le renvoi sur la procréation assistée, où les juges ont tous parlé de subsidiarité, mais pour arriver à des solutions quand même un peu différentes. Et encore une fois, je ne pense pas que ce soit la panacée à toutes les tensions que le régime fédéral vit et vivra dans le futur. C'est inhérent au système. Mais je pense que c'est un concept qui permet d'être plus exigeant, notamment en termes d'évaluation de ce que signifie l'incapacité des provinces. Ça demande de la part du gouvernement fédéral, et on le voit dans des décisions en Europe, une justification plus élaborée quand on veut justifier de son intervention dans ce qu'on pourrait traditionnellement considérer comme des compétences locales. Et c'est dans ce sens-là que je pense que le concept de subsidiarité peut être porteur pour l'avenir, puis on verra où la Cour suprême nous amène là-dessus. Professor Weber, what do you make of this suggestion? Professeur Weber, qu'est-ce que vous pensez de cette suggestion? Eh bien, tout d'abord, je voudrais dire qu'il y a autre chose sur laquelle je suis d'accord. C'est mettre l'accent sur l'expérimentation. Si vous regardez l'histoire canadienne, indubitablement, beaucoup de programmes que nous considérons comme essentiellement canadiens, en fait, sont
issus de cette expérimentation et continuent à en être issus. Pendant ma carrière, vous avez vu le rayonnement de ces modèles d'une administration à l'autre. Mais l'efficacité n'est pas toujours servie au mieux par une approche unique, ce dont on désigne souvent par efficacité. Je pense qu'on aura de meilleurs résultats si on ne pense pas que le fédéralisme est simplement une affaire de gouvernement, mais qu'il s'agit aussi d'entretenir différentes communautés. Et donc, il faut revenir à cette idée des communautés de discussion, de discours, de différentes traditions. C'est très important de continuer à revenir à cela. À propos du cas des gaz à effet de serre que vous avez évoqué, on a essayé de trouver un équilibre entre la différenciation et une contribution sur la scène internationale à cette énorme problématique dont aucun d'entre nous n'a trouvé la clé. Donc, je suis tout à fait favorable à tenter de faire une contribution pour faire face à cet énorme enjeu. À propos de la subsidiarité, je suis d'accord avec presque tout ce que vous avez dit, c'est-à-dire pourquoi elle est utile et comment il faut la comprendre. Ce qui m'inquiète un petit peu, en fait, si c'est notre recours exclusif, c'est que cela risque de substituer un concept très vague à un concept déjà vague, parce que la subsidiarité est définie de façon différente dans son évolution. Parfois, en insistant beaucoup sur l'efficacité économique, en particulier au sein de l'Union européenne. Alors, je dois avouer que, bon, tout ce qui nous amène à réfléchir de façon novatrice aux enjeux est extrêmement utile. Mais on ne peut pas négliger les outils dont nous disposons déjà, parce que on a parlé du fait que la référence à l'ordre et au bon gouvernement et au commerce est liée aux critères dont on a déjà parlé, et qui nous renvoie à la contribution du juge Betts. Mais le pouvoir en matière de droit pénal n'a pas fait l'objet de telles restrictions. Il est bien connu pour sa dimension de fond. Donc, on a une liste très longue de beaucoup de catégories. Par exemple, la santé qui est énorme. Et il me semble qu'il nous faut de meilleurs outils. Alors qu'on recourt au droit pénal comme outil de mesure pour des structures réglementaires, on peut recourir à de meilleurs outils pour trouver un équilibre. Et je crois que lorsqu'on parle de tels outils, et cela se rapproche beaucoup de la subsidiarité, et c'est ce qui s'est vraiment dégagé dans le contexte dans ce qu'on a parfois parlé des pouvoirs auxiliaires. Si il s'agit d'une question qui a l'air d'être une intrusion dans un domaine de responsabilité provinciale, il est bon d'évaluer l'équilibre entre l'intrusion et de la centralité du pouvoir fédéral qui est invoqué. Parce que si l'intrusion est déséquilibrée par rapport à l'importance de l'ordre fédéral, et à ce moment-là, il faut redresser le tir.
par exemple. On n'utilise pas cela de façon plus générale et il me semble peut-être que le critère d'équilibre est très fluide, mais il faut aussi tenir compte de la portée de l'intrusion et il faut la mesurer par rapport à la centralité du pouvoir central qui est invoqué. Et cela devrait être important pour la division des pouvoirs qu'on utilise plus généralement, et on en trouve des échos. Car cela revient à la nature centrale de certains des pouvoirs. Et je crois que cela pourrait être associé au principe de subsidiarité, mais cela peut aussi tenir compte de l'histoire canadienne précise dans le contexte de la division des pouvoirs. Je crois que le test de la capacité provinciale renvoie aussi à la subsidiarité, car cela veut dire que le pouvoir devrait être provincial, à moins qu'il y ait une incapacité. Et donc cela amène aussi à prendre en compte des facteurs externes. Je crois que la généralisation de ces deux principes qui interviennent dans un certain nombre de domaines pourrait nous permettre de trancher ce genre de questions. Un des deux domaines sur lesquels il faut travailler, c'est le droit pénal, et l'autre, c'est la suspension des pouvoirs. Donc, c'est différentes stratégies, et c'est pas nécessairement utile pour les tribunaux, mais on espère qu'éventuellement, on pourra avoir un règlement négocié. Voilà. Je voulais justement savoir si vous voulez réagir. J'ai essayé, mais bon. Allez-y. Vous avez dit quelque chose qui est très important et qui va au-delà de notre discussion. Vous avez dit que le fédéralisme, c'est pas seulement pour les tribunaux, mais pour le peuple. Ça, c'est tout à fait vrai. Même chose pour les droits de la personne. Il faut élaborer cette notion de fédéralisme pour les gens, pour le peuple. Avant, dans le passé, il y avait davantage d'échanges entre la fonction publique fédérale et provinciale. Les fonctionnaires provinciaux sauraient ce que ça signifie être à Ottawa et essayer de gérer ce pays, et l'inverse serait également vrai. Les fonctionnaires fédéraux pourraient se rendre dans les capitales provinciales pour voir comment on sent quand on reçoit des choses du grand frère à Ottawa. Ce genre d'échange est très important et c'est très malheureux qu'il n'y en ait pas autant que par le passé. Et ainsi, cela toucherait davantage la population. On ne peut pas avoir une fédération si les gens ne voient pas l'avantage de cette fédération. Donc ça, c'est essentiel. Oui. Passons maintenant aux questions de notre auditoire. J'en ai beaucoup. Je vais commencer avec cette question-ci. Étant donné qu'on parle d'équilibre entre unité et diversité du fédéralisme et du fait qu'on veut une plus large démocratie, comment peut-on parler de la souveraineté canadienne aujourd'hui et que dire du fait que cette pression crée davantage d'unité que de diversité? Merci pour la question. Je ferais peut-être commencer par chanter. Ce serait peut-être une contribution plus précieuse. Mais bon. Quand on vit dans un pays si complexe, il faut penser à ce qu'il y a de plus valable. Et c'est souvent très subtil. Et on ne se rend pas compte de cela jusqu'au moment où ces choses sont sur le point de disparaître. Vous vous dites, oh mon Dieu, et tout à coup vous êtes inquiet. Vous dites, moi je ne pensais pas que cela avait autant de valeur pour moi.
Et on en est là. Il y a beaucoup de défis à surmonter. On veut une société bilingue et plus que cela. On considère que cela nous enrichit dans nos vies professionnelles, entre autres. Lorsque on s'attend lorsqu'on se rend compte plutôt que cette discussion n'a pas lieu dans l'ensemble des sociétés nord-américaines, on se rend compte à quel point cela est précieux pour nous. Et on a tellement appris de ce vécu. Plus tôt, j'ai parlé du conseil privé qui a été forcé de réagir. Souvent, on ne se rend pas compte à quel point il y a des connaissances intellectuelles, mais souvent, il y a des choses qui peuvent disparaître du jour au lendemain sans qu'on s'en rende compte. Vous voulez une question ou vous avez un commentaire? Je vais répondre à cette question pour le moment. C'est évident, en tout cas a priori, puis dans le court terme, que n'importe quelle menace extérieure, là, puis je ne veux pas dramatiser outre mesure, l'effet direct, c'est d'unifier les gens. Et je pense que c'est vrai dans tous les pays du monde. On le voit dans les sondages au Canada, au Québec, ou comme partout ailleurs. Il y a une tendance à serrer les coudes. Est-ce que ça va durer? Personne ne peut le dire. Mais là, on sort du débat juridique. Mais je pense que ce qui est intéressant, puis un des révélateurs peut-être de la permanence de cet effort collectif, ça va être de voir comment les négociations sur l'accord de libre-échange interne, comment ça va évoluer. Parce qu'actuellement, tout le monde, oui, il faut créer un marché de l'intérieur pour contrer les menaces américaines. Puis il y a effectivement, je pense, des choses à faire de ce point de vue-là. Puis, encore une fois, tout ça est relié intimement à la façon dont le partage des compétences a été fait dès le départ, là, avec la compétence fédérale sur le commerce, puis l'article 121, etc. On ne rentrera pas là-dedans, mais est-ce que cette volonté de travailler de façon plus uniforme, à tout le moins pour favoriser le commerce interprovincial, est-ce que ça va perdurer? Est-ce que donc déjà au Québec en particulier, mais je soupçonne que ça va arriver aussi dans d'autres provinces, on voit il y a des voix qui s'élèvent pour dire attention, là, il ne faut pas non plus perdre notre identité, que ce soit au niveau linguistique, culturel, etc. On est encore, je pense que c'est encore un peu tôt là, pour voir quel impact ça aura à moyen ou long terme sur le développement du fédéralisme au Canada de façon générale. Merci. Peut-être une dernière question. Professor Weber, you spoke earlier about... Professeur Weber, plus tôt, vous avez parlé de l'importance et la diversité des communautés politiques et leur importance au sein du fédéralisme et qu'il faut en tenir compte. Que dire du rôle de l'autonomie gouvernementale? Est-ce qu'au sein de la jurisprudence fédérale, on est bien placé pour reconnaître un autre ordre de gouvernement? Eh bien, on aurait tendance à réagir naturellement quand on parle de fédéralisme. Ce qu'il faut, c'est garantir que les Premières Nations, comme entités politiques, puissent profiter de leurs langues distinctes, de leurs normes distinctes, parler dans leur propre langage et doivent organiser leur propre société et contribuer à l'essor de la société en général. Donc, il y a des principes là qui sont sous-jacents à ces dimensions structurelles. Le défi, c'est comment y arriver. Pour ce qui est des décisions par rapport à ces questions, eh bien, par le passé, en fait, aujourd'hui, il y a une acceptation générale de l'autonomie gouvernementale.
les Premières Nations doivent pouvoir avoir l'autonomie gouvernementale, mais le problème avec ça, c'est que on se demande, comme le maire l'a dit, comment régler tout cela. Il regarde la situation et il dit la commission sur les peuples autochtones est de 279 pages. Comment avoir un processus décisionnel étant donné la complexité du système dans la reconnaissance des différentes nations autochtones, Inuit et Métis? Comment donc inclure ça dans ce grand système? Comment en arriver à prendre des décisions pour traiter de cette panoplie de questions? Donc, on a plutôt tendance à négocier. Comme dans l'accord de Charlottetown, il s'agit de négociations dirigées. Il faut négocier de bonne foi, en fait. En fait, est-ce qu'il y a une solution? En fait, et on parle de normes alors qu'on pense au droit. En fait, comme tribunal, on devrait pouvoir définir ce droit. Mais il y a des normes qui ne prennent pas cela pour acquis. Le grand objectif pourrait être atteint de diverses façons. Si vous comprenez l'Union européenne, vous savez que là, il y a une distinction entre la réglementation, des normes pratiques que les États doivent respecter, et d'autre part, les directives qui sont plus générales. Naturellement, l'État doit les suivre, mais il y a différentes façons de s'y prendre. Donc, dans la Charte, il y a un pouvoir comme celui-là, c'est la liberté d'association. On parle du droit syndical également. Et il y avait cette question de savoir si cela signifie qu'un code du travail fait partie de la liberté d'association. À ce moment-là, on a constitutionnalisé le code du travail et la réponse fournie était la suivante. Non. Mais il faut prévoir des mécanismes pour assurer une participation active aux conditions d'emploi de la part des employés. Donc, il y a différentes façons de s'y faire selon les provinces. Pour atteindre cette directive, il faut penser aux résultats. On ne dicte pas les détails, mais il faut prendre une décision quant à une approche ou une autre. Quel est son but? Et je me demande si cette approche nous permettrait d'en arriver à un résultat prévu dans les accords de Charlottetown. Le but ultime n'est pas prescrit. Cela se décidera lors des négociations et on aura peut-être tendance à être plus général. Ces institutions doivent être repensées et il faut redéfinir nos relations. Et le résultat pratique, c'est que les collectivités adopteront des initiatives dans un cadre d'autonomie et développeront des efforts pour définir leurs relations avec d'autres paliers de gouvernement. Un agenda politique tant pour le Parlement, les provinces que pour la Cour suprême pour les 150 prochaines années, espérons-le. Donc, j'espère que ça aille un peu plus vite. Oui, c'est ça. Merci beaucoup.